quand on essaye de réfléchir à la question des femmes artistes, il ne faut jamais se dire il y en a moins eu parce qu'elles avaient moins de talent. C'est parce que beaucoup de facteurs ont limité justement leur professionnalisation et leurs conditions pour devenir des artistes. Cette question de la prise de conscience et de l'introspection, elle est vraiment au cœur de ma recherche parce que même les femmes que j'ai rencontrées, en fait, d'un entretien à l'autre, elles avaient beaucoup évolué sur cette question-là. Et en fait, à partir du moment où on se dit « Ah bah tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je regarde ?» Et bah en fait, du coup, quand on sort, bah, on regarde et on réfléchit à ce à quoi on regarde parce qu'en fait, d'habitude, on le fait de façon inconsciente. Donc, bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureuses d'être ici et de pouvoir aborder avec vous aujourd'hui la problématique des regards de femmes portés sur les corps d'hommes dans les arts comme dans la vie quotidienne. Eva, est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Oui. Bonjour, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Alors moi, j'ai une formation en histoire et en histoire de l'art à l'école du Louvre et à Sciences Po. Et j'ai fait mon mémoire sur les représentations des hommes par les femmes artistes au XXe siècle. Et je travaille actuellement sur un projet de doctorat qui est lié à ce sujet. Et en parallèle, je travaille pour une association qui s'appelle Aware, qui œuvre à la production, à la diffusion de contenus de recherche au sujet des femmes artistes. Et donc, je suis Morgane Tocco, anthropologue depuis une grosse année. J'ai soutenu ma thèse en décembre 2023. Et donc, ma thèse était intitulée « Moi aussi, je te regarde ». Une anthropologie politique des regards de femmes sur les corps d'hommes. C'est une thèse que j'ai menée à l'EHESS en anthropologie, sous la direction d'Anne Monjaret. Et au cours de cette thèse, en fait, j'ai rencontré une cinquantaine de femmes âgées de 18 à 85 ans qui vivaient principalement en région parisienne. Je les ai interrogées sur la manière dont elles regardent le corps des hommes au cours de leur quotidien. Cette enquête, elle a été réalisée entre 2018 et 2021. Et dans le cadre de mon enquête, j'ai également rencontré des collectifs de femmes artistes féministes qui s'emparent de la question de l'érotisation des corps d'hommes à des fins d'émancipation. Et aujourd'hui, je suis anthropologue indépendante et je travaille pour des musées. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons une petite présentation originale qui entremêle nos recherches respectives en s'appuyant sur de la fiction. Nous avons imaginé une histoire inspirée de personnages et de faits réels. Nous vous proposons donc de suivre la déambulation de 4 personnages féminins, du musée à la chambre, en passant par la rue et le café. Alors, restez bien attentives. Voici nos personnages. Donc, nous avons Océane, qui est une femme de 25 ans, hétérosexuelle et célibataire. Océane est socialement perçue comme noire. C'est une femme illustratrice. Elle vient avec Corinne, sa tante, qui a 61 ans. C'est une femme hétérosexuelle mariée, socialement perçue comme blanche. Et elle est professeure en lycée professionnel. Et Océane est venue avec Élodie, son amie de 28 ans, qui est une femme hétérosexuelle en couple. Elle est socialement perçue comme blanche et elle est chargée de communication. Ces 3 personnages sont librement inspirés des femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de ma thèse. Donc voilà, ce sont vraiment des personnages inspirés de vraies femmes. Et nous avons aussi la médiatrice du musée, dont on ne sait pas grand-chose, à part que c'est une femme a priori blanche d'une 40aine d'années. En ce jour, Océane, Corinne et Élodie se rendent à une exposition intitulée « Regards de femmes sur les corps d'hommes ». C'est une nouvelle exposition qui est proposée par le Musée d'Art moderne en France. Le principe de cette exposition est de proposer aux spectateurs et aux spectatrices une série d'œuvres d'art ayant pour sujet la représentation des corps masculins par les femmes artistes. Notre trio avait été interpellé par le titre de l'exposition qui avait fait réaliser à Élodie qu'elle ne connaissait aucune représentation d'hommes par une artiste femme et encore moins d'hommes nus.
La médiatrice du musée intègre Océane, Élodie et Corinne dans une visite guidée de l'exposition. Bienvenue à toutes et à tous. Alors là, vous avez sous les yeux une œuvre du peintre Maurice Denis qui date du début du XXe siècle. Et c'est une œuvre qui illustre un passage tiré d'une œuvre littéraire, L'Âne d'or, d'Apulée, qui a été écrit au IIe siècle de notre ère. Dans ce texte, Apulée décrit la situation de Psyché, qui est celle qui représentait Accroupie, qui vit quotidiennement aux côtés de son amant, l'amour, sans avoir le droit de savoir à quoi il ressemble. Donc ils vivent quotidiennement, mais dans le noir, et la nuit, elle n'a pas le droit de voir à quoi il ressemble. Mais une nuit, elle décide de braver cet interdit, et elle se munit d'une lampe pour le contempler. Et du coup, je vais lire brièvement l'extrait en question de cet épisode, qui est celui représenté sur le tableau. Mais dès que la lumière eut éclairé tout le mystère du lit, elle voit, de tous les monstres, le plus charmant, le plus délicieux, l'amour lui-même, le dieu de grâce gracieusement étendu, alors enflammé, à chaque instant davantage. De désir pour l'amour, elle se penche sur lui, pleine de passion, lui donne aussi vite qu'elle peut des baisers ardents et redoute en même temps d'abréger son sommeil. Ce texte est assez surprenant parce que ça apparaît comme l'une des premières mentions littéraires d'un regard actif et désirant de femme porté sur un corps d'homme nu, endormi, présenté dans une position assez vulnérable. Pourtant, aucune artiste femme n'a jamais représenté cet épisode, et rares sont d'ailleurs les femmes qui ont représenté des hommes nus, alors que les femmes nues dans les musées sont omniprésentes si on pense aux collections qu'on peut voir dans des musées comme le musée d'Orsay ou le musée du Louvre. Et ça, c'est une question qui a été soulevée dès les années 70, mais aussi par un collectif qui s'appelle les Guerrilla Girls dans les années 1980, qui s'était réuni sur la scène artistique new-yorkaise et portaient des masques de gorille à la fois en signe de manifestation, mais aussi pour préserver leur anonymat. Elles écrivaient des lettres ouvertes au musée pour dénoncer les inégalités de représentation. Et elles avaient aussi une campagne en fait d'affiches assez percutantes, comme celle qu'on peut voir ici. Donc je traduis. Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au Met Museum? Le Met Museum qui serait un petit peu l'équivalent du Louvre à New York. Moins de 5% des artistes dans les sections d'art moderne sont des femmes, mais 85% des nus représentés sont féminins. Élodie interrompt la médiatrice, interloquée. Les chiffres sont clairs, alors comment expliquer l'absence de femmes dans les musées et comment expliquer l'absence de représentation d'hommes réalisés par des femmes au sein de ces musées? En France, ça peut s'expliquer par des facteurs sociaux assez simples. Quand on essaye de réfléchir à la question des femmes artistes, il ne faut jamais se dire qu'il y en a moins eu parce qu'elles avaient moins de talent. C'est parce que beaucoup de facteurs ont limité justement leur professionnalisation et leurs conditions pour devenir des artistes. Notamment parce que l'école des beaux-arts a été ouverte aux femmes seulement à partir de 1897. Et ça, c'était seulement pour les cours théoriques. Elles ont eu accès à des ateliers seulement à partir de 1900. Et en plus de ça, le travail du dessin d'après les modèles nus pouvait être considéré comme une forme d'accomplissement dans les études artistiques, notamment pour produire de la grande peinture d'histoire qui est très, très reconnue et achetée notamment par l'État. Sauf que les femmes ne pouvaient pas prétendre concourir à ce type de travail puisque n'ayant pas le droit de dessiner des modèles nus, elles ne pouvaient pas espérer faire de la peinture d'histoire et donc avoir d'autres distinctions et candidater à des prix comme le prix de Rome qui était vu comme le plus honorifique. Donc en étant privée de formation, on ne peut pas rentrer dans les collections des musées et être acheté. Donc c'était plus difficile encore pour elle de représenter des nus masculins comme elle le voulait, puisqu'il fallait quand même se soumettre à d'autres conditions pour être reconnue en tant qu'artiste femme. Et ce sujet est présenté justement dans cette exposition parce que les femmes qui ont décidé de représenter des hommes nus ont bouleversé les codes. Océane prend à son tour la parole pour questionner la médiatrice. Mais alors, qui ont été les premières femmes à représenter des hommes nus et comment ont-elles réussi à le faire? Mais justement, les premières qui ont osé représenter des hommes nus l'ont fait en dehors des contextes académiques, en dehors des beaux-arts, puisque même dans les académies libres, les femmes n'avaient pas forcément accès aux nus. Et leurs œuvres, on entend peu parler parce qu'elles ont pendant longtemps été complètement censurées, simplement pas achetées par les collections nationales, donc moins documentées. Et à titre d'exemple, l'une des premières œuvres de femme artiste qui a représenté un homme nu sur la scène française, c'est Suzanne Valadon, qui est issue d'un milieu social parisien assez modeste, qui n'a été formée dans aucune école. À l'origine, Suzanne Valadon était modèle et posait pour des peintres comme Toulouse-Lautrec, et elle a appris à dessiner et à peindre en observant justement les peintres pour qui elle posait.
En 1909, Suzanne Valadon s'est installée à Montmartre avec son compagnon, le peintre André Hutter, qui est représenté justement sur ce tableau. Donc c'est un seul modèle qui est représenté en 3 fois pour traduire un même geste qui se déploie en fait sur les 3 différentes représentations. Donc on voit un homme qui manipule a priori un filet de pêche, mais on peut aussi imaginer ici que l'artiste qui représente donc son amant est en train de représenter un homme qui se déshabille, comme une forme de danse érotique avec la manipulation du filet. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une belle attention qui est portée à la représentation du corps, notamment avec le traitement des coups de soleil, du bronzage sur la peau sur lesquels elle vient insister, ce qui donne quand même un rendu assez sensuel. Mais la nudité reste partielle, puisqu'il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que sur le croquis préparatoire de cette œuvre, on peut voir ici que sur le modèle, sur le croquis, le sexe du modèle était apparent, alors que sur la version finale, il est couvert par le filet. Corinne fronce les sourcils et demande « Mais comment expliquer alors que, sur le résultat final, le sexe soit caché ?» Mais on pourrait penser que c'est un geste d'autocensure, puisque quelques années avant, Suzanne Valadon avait été censurée au Salon d'automne de 1909 quand elle a présenté son œuvre Adam et Ève. Sur cette œuvre, la peintre s'est représentée sous les traits du couple de l'Ancien Testament, aux côtés de son amant André Hutter. Donc c'est un autoportrait de Suzanne Valadon en tant que Ève. Et le salon avait censuré l'œuvre en exigeant que la peintre couvre le sexe du modèle d'une feuille de vigne. Connaissant l'identité des modèles, c'est ça qui avait été le plus choquant. Le malaise ressenti, avait été manifesté à l'égard de Suzanne Valadon et contre la singularité de son regard, celui d'une femme qui évoque sa propre intimité et sa propre sexualité aux côtés de son amant. Et à ce moment-là, Suzanne Valadon, en fait, inverse les codes visuels qu'on a l'habitude de voir dans la représentation des couples hétérosexuels, en histoire de l'art notamment, dans lesquels les peintres sont des hommes qui peignent des femmes qui sont des muses. Et comme l'explique l'historienne de l'art britannique Frances Borzello qui a travaillé sur cette question, la relation entre un artiste homme et une femme modèle était considérée comme une norme dans les milieux artistiques et les eutromodalités étaient vues comme des déviances qui pouvaient créer des natures horrifiques, des réactions horrifiques comme si la nature avait été pervertie. Et c'était la même chose si des hommes venaient représenter des hommes nus à cette époque-là. Ce qui engendrait donc des cas de censure, comme on peut le voir ici, et des cas d'autocensure, comme pour le lancement de filets. Et donc on peut imaginer que pour le lancement de filets, elle avait finalement délibérément choisi de ne pas montrer le sexe pour ne pas être censurée, pour espérer être achetée et reconnue, sachant qu'elle avait été ouvertement insultée de vieille salope par la critique pour simplement la représentation de ses œuvres d'art. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se forme en tant qu'artiste en dehors des académies, au début du XXe siècle, les salons d'automne et salons des indépendants sont très importants pour être repérés par la critique, voir son travail diffusé dans la presse et espérer des achats par les collectionneurs privés. Donc, en tant qu'artiste femme, c'est vrai qu'elle devait se soumettre à autant plus d'autocensure pour espérer être reconnue un petit peu. Ces différentes œuvres d'art semblent plaire à Corinne, qui lance avec malice que cette exposition lui donne chaud. Élodie sourit. Corinne profite de cet instant de complicité pour lui indiquer du regard à un surveillant de musée assis sur une chaise, perdu dans ses pensées. Cet homme est socialement perçu comme noir. Corinne ne cache pas qu'elle le trouve beau et dit à voix basse qu'elle aimerait bien le voir nu aussi, celui-là. Élodie acquiesce. Océane leur répond sèchement qu'elles sont en train de parler de cet homme comme d'un objet et que sa couleur de peau n'y est peut-être pas pour rien. Élodie rebondit en remarquant qu'il n'y a pas de modèle noir dans l'exposition. La médiatrice rebondit à son tour. Alors, je vous ai entendu discuter de l'absence de corps noirs parmi les œuvres de cette exposition, puisqu'on a commencé avec un des exemples du début du XXe siècle, mais la majorité des œuvres que l'on va voir après dans cette exposition ont été produites au cours des années 70, puisqu'elles découlent en fait de la seconde vague féministe et des combats militants et des artistes qui en faisaient partie. Et quand les artistes justement féministes ont souhaité représenter les hommes et s'emparer de ce modèle masculin, c'était pour interroger les figures dominantes de la société. Et leur attention s'est en premier lieu portée sur les corps qui représentaient ces figures de domination, en l'occurrence le corps blanc. Et la masculinité qui était interrogée par les artistes, c'était donc ce modèle a priori dominant
et raciste. Et comme l'explique la théoricienne afro-américaine Bell Hooks, le corps noir a toujours reçu une attention au prisme de la suprématie blanche, en tant qu'iconographie raciste et sexiste qui a été déployée afin de perpétuer des notions d'infériorité biologique innée. Ça explique en fait que les hommes noirs n'ont pas fait l'objet de la même incarnation des codes de masculinité dominants que la masculinité blanche en histoire de l'art, et que leur image a plutôt connu le même sort que celui des modèles féminins, qui a été plutôt fétichisé, occulté, on le voyait juste très peu, ou érotisé parce que considéré comme plutôt exotique. Pardon. Ce qui explique pourquoi on connaît moins de représentation des masculinités noires, mais on reviendra aussi sur ce sujet plus tard. J'en reviens à ces productions d'œuvres qui représentent des hommes par les femmes dans les années 1970 aux États-Unis. Pour le contexte de la seconde vague, cette seconde vague féministe s'est caractérisée par une lutte pour les droits des femmes autour d'interrogations relatives au corps et à la sexualité. Et pour plusieurs artistes, atteindre la parité sur la scène artistique américaine passait par le droit de représenter des hommes nus au même titre que les femmes avaient été représentées nues dans l'art occidental. Et ces représentations se sont accompagnées de libre expression de leurs fantasmes, mais aussi par le détournement d'œuvres canoniques, mais que l'on peut rétrospectivement juger sexistes. Et il y a des peintres aussi qui ont commencé à théoriser publiquement dans les journaux le fait de pouvoir s'emparer de ce sujet-là. Et pour elle, l'absence des hommes nus représentés par les femmes s'explique par deux choses. Déjà, le fait que ce qui prime en histoire de l'art, c'est le regard masculin sur les corps de femmes, mais aussi à cause de la censure et de l'incompréhension des institutions lorsque les femmes essayaient de s'emparer de ce sujet, comme c'était le cas pour Suzanne Valadon. Et pour plonger justement dans ces exemples des années 70, vous pouvez voir ici une œuvre de la peintre britannique mais qui vivait aux États-Unis, Sylvia Slay, Philip Golub Reclining, qui signifie Philippe Golub au repos. Sylvia Slay a fait de nombreux tableaux d'hommes nus et en peignant des hommes nus, son objectif c'était de parvenir à une forme d'égalisation des rapports entre une peintre femme et son modèle masculin. Cette toile, c'est la première œuvre, enfin, en tout cas, après mes longues enquêtes sur le sujet, c'est la seule que je connais sur laquelle la peintre se représente au travail en train de peindre et sur laquelle on voit le modèle en même temps. Donc on peut la voir dans le reflet du miroir, elle nous regarde elle s'affirme en train de faire cette œuvre et elle répond à l'idée, elle détourne l'idée selon laquelle le regard des hommes sur les femmes a conditionné les dernières à savoir qu'elles sont en train d'être regardées. Et justement, elle nous défie pour montrer qu'elle ne se représente pas ici en tant que muse, mais en tant qu'artiste, vraiment au travail. Et le modèle représenté, donc, même si il a une silhouette assez androgyne, mais c'est bien un homme, il est représenté à la manière d'une odalisque et cette posture et ce tableau fait directement référence à ce tableau plus célèbre de Velázquez. Et la référence au peintre espagnol en fait permet à Sylvia Slay de renverser les codes que l'on connaît sur les nus de femmes plus canoniques. Et là, le reflet dans le miroir ne permet pas de voir seulement la totalité du modèle, mais aussi la peintre au travail. Et c'est une forme en fait de revanche picturale à l'égard des siècles de représentation qui avaient sur les tableaux qui avaient montré les femmes plutôt en tant qu'objets passifs et sexualisés. Sylvia Slay a aussi réalisé ce tableau qui là représente plusieurs hommes à la fois. Donc on en voit 6. Il y en a 2, même 3 qui nous font directement face. Un plus assis dans le fond, un qui va cantonner la composition sur le côté et un que l'on voit de dos au premier plan avec la guitare. On connaît a priori l'identité des modèles. Il y en a un qui est représenté 2 fois, en fait. Celui qui est debout avec la coupe brune assez imposante, c'est le même avec la guitare. L'artiste a fait poser en fait tous les modèles de façon indépendante avant de les rassembler collectivement dans un tableau final. Donc on peut imaginer que le fait de se confronter dans une séance de pose comme ça avec autant d'hommes, ça pouvait être assez intimidant, voire en fait dangereux d'être seule en tant que femme face à autant d'hommes nus. Là aussi, comme dans l'œuvre précédente, Sylvia Slay vient détourner une célèbre œuvre de l'histoire de l'art qui est Le Bain turc de Ingres, qui est conservé au musée du Louvre
Et à nouveau, je cite cette historienne de l'art britannique, Frances Borzello, qui a analysé la manière dont Sylvia Slay s'est distinguée de l'approche qu'a employée le peintre français. Contrairement aux nus féminins d'Ingres, le travail de Slay souligne l'individualité des modèles à travers leur pose, la forme de leur corps et leur coiffure typique des années 1970. En fait, en disant ça, elle veut souligner le fait que chez Ingres, les nus féminins sont standardisés. En fait, ils se ressemblent tous, c'est à peu près les mêmes types de corps, ce sont les mêmes visages. Ils sont instrumentalisés juste parce considérés qu'ils sont simplement beaux et mis en valeur pour le spectateur essentiellement masculin dans le contexte des salons dans lesquels Ingres représentait ses toiles à ce moment-là. Et plutôt d'instrumentaliser les figures d'hommes pour juste servir de belles figures au regard des spectateurs, Sylvia Slay produit de vrais portraits individuels. Elle affirme la beauté quotidienne et triviale de ces sujets masculins en insistant sur des détails comme la pilosité ou les marques de bronzage et les joues qu'on peut voir plus ou moins creuses. Il y a vraiment quelque chose de très fort psychologiquement qui émane de chacun de ces personnages, contrairement à ceux que l'on peut voir chez Ingres. On peut aussi constater une autre différence, c'est que les femmes représentées par Ingres fuient complètement du regard, enfin ne nous regardent pas, on n'a pas vraiment d'interaction, il n'y a pas d'âme visible et perceptible dans ces personnages, alors que Sylvia Slay vient de nous vraiment représenter des regards qui nous confrontent, qu'elle va venir animer et donner, vraiment procurer une âme à ces personnages. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la manière dont on va représenter les hommes et les femmes et les différencier. C'est ce côté plus actif des hommes qui vont venir justement saisir le regard. Mais ça prouve aussi en fait que Sylvia Slay a l'intelligence de ne pas vouloir simplement se venger et dire je veux absolument représenter les hommes comme les femmes l'ont été en histoire de l'art, c'est-à-dire vraiment en faire des objets complètement passifs, parce qu'elle veut vraiment réinventer ces formes de représentation et c'est en ça que c'est complètement nouveau. Et pour clore cette exposition, je vous propose à présent de passer à des exemples de photographies, toujours datées des années 1970. Ici, c'est un montage, on peut dire même un collage de 2 photographies produit par Anna Wilke. Anna Wilke qui était proche de Sylvia Slay et qui vivait à New York à la même époque. Cette œuvre est tirée d'une série intitulée Dear Class, qui a été produite entre 1970 et 1976. Et ce sont donc 2 argentiques en noir et blanc mis l'un à côté de l'autre. À gauche, on peut voir en gros plan la tête d'une biche dans la nature, et à droite, le corps d'un homme allongé sur le flanc droit dans un lit. C'est Claes Oldenburg. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un célèbre artiste qui l'on relie généralement au courant du pop art, qui produit en fait des objets du quotidien mais de manière monumentale. Et il était déjà très célèbre de son vivant, notamment au moment de la production de ses photographies. Et si on regarde attentivement la photographie de... Est-ce que c'est mieux ? Si on regarde attentivement cette photographie, on peut essayer de réfléchir au point de vue qui a été adopté par la photographe, qui laisse deviner que c'est une photo qui a été prise sur le vif alors qu'elle se tenait à côté de lui, dans le lit. Il y a une légère contre-plongée qui permet aussi de comprendre qu'elle a pris la photo en se situant à proximité du sexe de l'artiste, enfin, l'artiste Claes Oldenburg, qui est situé au premier plan. Et le reste de la composition montre son torse avec un débardeur, son bras gauche qui va venir caler la composition tout en cachant son visage. En associant cette image à la photo de l'animal, la photographe joue d'une analogie visuelle entre le museau de la biche et la forme du pénis de son amant. Alors une analogie visuelle, c'est une comparaison entre 2 images qui mettent en évidence des ressemblances. Et ainsi associé à un animal a priori doux et docile, la sexualité de son partenaire est apprivoisée avec une forme d'humour et de douceur. Et bien qu'Anna Wilke ne figure pas à côté de son amant sur ces clichés, le montage évoque sa présence par le point de vue adopté et l'atmosphère du lit, mais également par l'évocation de son imaginaire sexuel, souligné par la photographie de la biche. Anna Wilke, donc, saisit une forme d'instantanéité qui est aussi permise par le geste de la photographie, et vient en même temps montrer une forme d'intimité et vient contrer cette forme de figure de domination que Claes Oldenburg pouvait avoir sur la scène culturelle new-yorkaise pour célébrer un peu la nature à la fois désirable et vulnérable de son corps dans le cadre d'un quotidien amoureux.
c'est une photographie qui ne montre pas un échange sexuel explicite, mais c'est une image d'intimité commune, partagée. Et nous aussi, vous et moi, on pourrait produire ce genre d'image. Ça nous est permis, techniquement. Mais c'est des images qu'on voit assez peu. Et la culture visuelle n'appartient pas qu'au monde des musées et est liée à ce que nous vivons au quotidien. Et pour prolonger cette réflexion, notamment chez vous, je vous invite aussi à réfléchir aux représentations de votre propre intimité. Si vous êtes une femme, est-ce que vous avez déjà photographié votre conjoint de cette façon ? Si vous êtes un homme, est-ce que vous avez déjà été photographié ainsi ? Et on peut se dire finalement que c'est des types de nus masculins qui diffèrent beaucoup des images d'hommes qui circulent sur Internet, qui sont pour la plupart du temps ce que l'on peut appeler des dick pics. Corinne ne sait pas ce que c'est qu'une dick pic. Alors je précise, j'essaie de parler un peu plus près de mon micro. Une dick pic, ça va, non ? Ça signifie en anglais photo de pénis, ce qui désigne des photographies que prennent les hommes de leur propre sexe, souvent dans le but de les diffuser sur Internet et souvent de manière non consentie, envoyées sur des applications comme Instagram. Et c'est un terme qui revient souvent, notamment lorsqu'on parle du harcèlement en ligne. Mais j'espère du coup que cette visite et que cet exemple de photographie vous a permis de réfléchir à la manière dont les corps d'hommes peuvent être perçus sous d'autres angles. Et je vous remercie pour votre attention lors de cette visite, en espérant que cette exposition vous a inspiré à envisager de nouvelles représentations masculines. Cette exposition n'aura pas laissé indifférente notre trio, qui est assez interloqué et s'assoit sur un banc pour discuter. C'est d'abord la question de l'influence du genre de l'artiste sur sa production qui est abordée. Corinne considère que le regard des femmes est différent de celui des hommes. Elle se rappelle qu'elle s'était déjà fait la réflexion 10 ans plus tôt lorsqu'elle avait visité l'exposition Masculin-Masculin au musée d'Orsay. Une exposition qui présentait des œuvres d'artistes hommes qui représentent des hommes. Corinne rapporte qu'elle s'était sentie moins émue, qu'elle avait l'impression que ces œuvres ne s'adressaient pas à elle, en tant que femme. Océane n'est pas d'accord avec elle. Selon elle, le regard ne diffère pas selon le genre. Ce sont des stéréotypes qu'on a en tête qui nous conduisent à voir des différences là où il n'y en a pas forcément. Pour ma part, au cours de mon enquête, j'ai pu observer que la question de la différence entre les regards de femmes et d'hommes était une préoccupation courante. Vraiment, très très souvent, les personnes se posaient la question, est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont les femmes représentent les corps d'hommes et la façon dont les hommes représentent les corps d'hommes ou de femmes ? Alors, plutôt que de répondre à cette question, je ferai un pas de côté en disant que cette préoccupation est révélatrice de la croyance en une différence naturelle entre les sexes, qui est encore très prégnante aujourd'hui dans la société française contemporaine. Alors que les sciences sociales ont depuis longtemps démontré que les différences biologiques entre hommes et femmes ne produisent pas naturellement des différences en termes de comportement, mais que ces différences sont culturellement instituées et alimentées par une socialisation genrée différenciée. Donc la fonction de la socialisation, je cite la sociologue Michel Ferrand, est d'inculquer à l'enfant et de lui faire incorporer comme naturelles les qualités socialement associées à son sexe anatomique et construites en fonction de la société où il va vivre. Aujourd'hui encore, en France, les hommes et les femmes ne sont pas éduqués de la même manière et n'ont pas la même expérience de vie. Juste 2 exemples. Les femmes font bien davantage l'expérience de violences sexistes et sexuelles que les hommes au cours de leur vie. Les hommes sont bien davantage socialisés comme clients de la pornographie que les femmes. Pour en revenir à l'influence du genre de l'artiste sur sa production, il est donc important de prendre en compte que la socialisation différenciée selon le genre peut produire des points de vue différents sur le monde qui peuvent avoir des répercussions dans la création. Mais il convient aussi d'étudier le contexte social de production et de réception des œuvres. La visite guidée a très bien montré comment, pendant très longtemps, les femmes n'ont pas été encouragées à exprimer leur regard, qui plus est lorsqu'ils se portent sur le corps des hommes.
Notre trio échange ensuite autour de leurs pratiques artistiques respectives. Corinne rapporte qu'elle a fait les beaux-arts dans les années 80. Elle était particulièrement intéressée par la photo et elle explique qu'à l'époque, ses camarades de classe, hommes, étaient très intéressés par le nu féminin et la photo de charme féminine. Pour sa part, elle était assez fatiguée de les suivre et de voir les filles se dénuder devant elle. Elle décide alors de faire pareil, mais avec des hommes. Corinne éclate de rire en lâchant « Et là, mes problèmes ont commencé ». Elle ne parvenait ni à convaincre de l'intérêt d'une telle démarche, faire des photos érotiques d'hommes, ni à recruter de modèles. Elle finit par abandonner ce projet et d'ailleurs, elle ne poursuit pas de carrière artistique. C'est à 50 ans que Corinne renoue avec son moi artistique, comme elle dit, en se remettant à dessiner et photographier des hommes de manière érotique. La symbolique de l'âge semble jouer un rôle essentiel. Zut, 50 ans, il est temps que tu te réveilles, ma fille. Il te reste plus beaucoup de temps, il faut que tu fasses ce que tu avais envie de faire depuis le début. Et en pensant ça, Corinne a peut-être en tête une chose qu'elle a vue pendant l'exposition, qui est le cartel, le carton qui était sous le tableau, le lancement de Filet, puisqu'il précisait que Suzanne Valadon avait 50 ans au moment de la réalisation de ce tableau et que son amant avait 20 ans de moins qu'elle. Corinne demande ensuite à Élodie et Océane si elles ont déjà photographié ou dessiné des corps d'hommes. Élodie, qui n'a pas de formation artistique, fait non de la tête, les yeux écarquillés. Même dans le cadre de sa vie privée, elle n'a jamais pensé à photographier le corps de ses partenaires. Parfois, c'est eux qui l'ont prise en photo. Parfois, il lui arrive de faire des selfies de couple, mais habillés. Océane, qui est illustratrice professionnelle, reconnaît qu'elle dessine davantage des personnages féminins. Elle considère même que le corps féminin est plus facile et plus intéressant à dessiner. Bien qu'elle n'ait pas attirée sexuellement par les femmes, elle éprouve de l'attirance, selon ses mots, envers ce corps féminin en tant qu'objet esthétique. Quand on retrace son historique de vie et son expérience artistique, on se rend compte que dès l'enfance, Océane a été habituée à dessiner des filles, des femmes, des personnages féminins, des princesses, des sirènes, mais jamais, jamais d'hommes. De par cette habitude, il semble évident que dessiner un corps de femme soit devenu naturel pour elle et techniquement plus facile. Elle réfléchit à voix haute à la question de Corinne. Océane estime finalement qu'il faut avoir beaucoup d'imagination pour représenter le corps masculin, d'autant plus de manière érotique, parce qu'il existe peu de modèles de référence, étant donné que les corps d'hommes sont moins visibles et moins érotisés que les corps de femmes dans la culture visuelle. En outre, Océane remarque qu'elle oserait peut-être moins publier un dessin érotique d'homme qu'un dessin érotique de femme. Elle considère que ce geste requiert davantage de courage. Corinne acquiesce. Elle admet que s'emparer de la photographie ou du dessin érotique d'homme n'est pas évident, requiert de l'aplomb. Si elle assume désormais cette pratique, qu'elle a abandonnée pendant plus de 20 ans, elle estime que ce n'est peut-être pas un hasard qu'elle l'ait repris après le décès de ses parents. Elle estime que ce regard-là, le regard de ses parents, aurait peut-être été trop compliqué, peut-être qu'elle aurait moins réussi à assumer ce geste. Aujourd'hui, passé 50 ans, elle estime qu'elle n'a plus de compte à rendre à personne et se sent plus libre. L'enquête que j'ai réalisée a révélé que le fait d'aimer regarder le corps d'un homme, d'être sensible à la beauté masculine et surtout de représenter artistiquement le corps masculin peuvent, aujourd'hui encore, constituer des attitudes compromettantes pour une femme. Plusieurs sociologues ont mis en évidence que le fait d'érotiser un homme en tant que femme constitue une transgression des normes de genre. Lorsqu'elle se positionne en sujet de désir, et non pas en sujet désiré ou objet de désir, une femme exprime un désir actif et puissant, qui est contraire aux normes de sexualité féminine. Aujourd'hui encore, la sexualité féminine est encadrée par des normes morales qui sont assez fortes et qui font que exprimer publiquement, aimer regarder le corps d'un homme, être sensible à la beauté masculine,
que ce soit par la parole, par l'écrit ou par les pratiques artistiques, c'est encore encourir le risque d'être considérée comme une fille facile, ce qui peut toujours être dégradant pour une femme, contrairement à un homme. À cause de la condamnation morale qui peut accompagner cette érotisation des hommes par les femmes, il est vécu comme particulièrement audacieux d'exprimer publiquement sa subjectivité érotique lorsque celle-ci se dirige vers les hommes. Et d'ailleurs, parmi les femmes que j'ai rencontrées et qui sont des créatrices, nombreuses sont celles qui disent que c'est beaucoup plus facile de dessiner, photographier et publier des photos érotiques de femmes et que c'est complètement accepté, contrairement à l'inverse. Enfin, contrairement à publier des corps d'hommes. D'ailleurs, connaissez-vous le projet Lost in Men ? Demande Corinne aux autres, alors qu'elle s'apprête à sortir du musée. Lost in Men, c'est un appel ouvert à photographie érotique d'hommes, donc qui fonctionne via Internet et dont les photographies sont reçues sur Internet, lancé en 2019 par un groupe de femmes hétérosexuelles qui souhaitent lutter contre l'inégale représentation des corps d'hommes et de femmes dans la culture visuelle. C'est un projet artistique, féministe, qui a recueilli près d'1 millier de photographies et organisé des dizaines d'expositions déjà en France. Un livre est sorti il y a quelques mois plus tôt, et est disponible actuellement en librairie. Et lorsqu'elle a entendu parler de ce projet, Lost in Men, Corinne s'est empressée d'y participer. Elle exprime émue. « Vous n'imaginez pas comme ça m'a donné de l'énergie de voir que je ne croupissais pas seule avec cette envie de faire venir les hommes dans le cercle des images érotiques. » Ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose où beaucoup de femmes se pensaient vraiment seules et très, très isolées dans leurs envies de photographier ou de dessiner les corps d'hommes. Et le fait de faire collectif, ça permet en fait de légitimer cette pratique. Et donc, le témoignage de Corinne est très répandu. Alors, elles franchissent la porte du musée et Corinne lance un défi à Élodie et Océane. Elle les invite à dessiner et photographier des hommes dans les prochains mois. Un défi qu'elles acceptent de relever. Avant que leur chemin ne se sépare, il leur reste 15 minutes de marche à pied. Élodie propose de prolonger l'exposition en regardant le corps des hommes qu'elle croise dans la rue, précisant qu'elle adore mater les mecs avec ses copines, surtout quand il fait beau à la terrasse d'un café. Océane considère que les pratiques d'observation collective sont un truc complètement vulgaire, mais elle accepte de se prêter au jeu exceptionnellement. Corinne, enjouée par cette proposition, déplore que les femmes de son âge ne regardent plus les hommes. Plusieurs silhouettes masculines défilent devant leurs yeux. Elles échangent discrètement leur jugement esthétique en laissant échapper quelques éclats de rire. L'enquête que j'ai menée révèle que lorsqu'elles sont en groupe, surtout en groupe non mixte, les femmes peuvent être davantage attentives aux hommes et en profiter pour les regarder plus en détail et avec moins d'efforts de discrétion, car, fortes de leur nombre, elles se sentent davantage en confiance que lorsqu'elles sont seules. Les comportements visuels adoptés varient cependant selon les individus, les groupes et les générations. Nos 3 personnages se séparent enfin, après s'être remerciés pour cette journée très enrichissante, et on remarque que leur comportement visuel évolue. Lorsqu'elle est seule, Océane ne regarde pas les hommes car elle pense à des trucs sérieux. Elle est dans sa bulle. Pour sa part, Élodie continue à regarder les hommes, mais avec davantage de discrétion, car elle craint la réaction de l'homme regardé. Elle ne souhaite pas que l'échange de regards soit interprété comme un appel, une invite, un signe d'ouverture à la rencontre, ou bien qu'il déclenche des violences sexistes et sexuelles. Il est important de rappeler qu'en 2019, en France, 81% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Ma recherche montre que le sentiment d'insécurité lié à ce harcèlement sexuel a un impact direct sur l'attention que les femmes portent sur les hommes, notamment dans les espaces publics. Ce sentiment d'insécurité varie cependant selon les femmes, selon les espaces dans lesquels elles se situent. Par exemple, la rue est a priori jugée plus hostile que les bars et restaurants. Elle varie également selon que les femmes soient seules ou accompagnées, comme je viens de le dire.
Quant à Corinne, une fois seule, elle continue d'être attentive aux hommes. Elle est particulièrement sensible à la beauté des hommes jeunes, de moins de 40 ans. Mais elle n'ose plus les regarder frontalement, car elle ne se sent pas légitime de porter un regard esthétique sur un homme plus jeune qu'elle, en tant que femme de plus de 60 ans. Elle a peur de passer pour une cougar. Le terme de cougar véhicule des représentations peu valorisantes de femmes à l'appétit sexuel débordant et très entreprenantes en matière de séduction. Il est révélateur de la gestion morale des âges qui disqualifie les prétentions sexuelles des femmes vieillissantes, et en particulier à partir de la ménopause. Ma recherche a mis en évidence que cette gestion morale des âges limite la possibilité pour les femmes vieillissantes de regarder et désirer les hommes. Lorsqu'elles commencent à se sentir vieillissantes aux yeux des hommes, c'est-à-dire moins visibles, moins désirables, nombreuses femmes m'ont dit qu'elles tendaient à changer de comportement visuel en ignorant davantage les hommes, ou du moins les plus jeunes, ou en adoptant des attitudes visant à désérotiser l'échange de regards. Ce qui fait que la plupart des femmes que j'ai rencontrées et qui ont plus de 50 ans disent qu'elles ont tendance à davantage regarder les femmes que les hommes dans l'espace public. Épilogue. 6 mois plus tard, après avoir... notre trio se retrouve dans un café pour faire le point sur le défi qu'elle s'était lancé 6 mois plus tôt, de dessiner et photographier les corps d'hommes. Océane a invité la médiatrice de l'exposition, avec qui elle est restée en contact. La médiatrice explique que l'exposition, désormais démontée, a connu un grand succès et donné lieu à de nombreux articles dans la presse. Une exposition qui s'est ancrée dans le sillage des grandes expositions consacrées aux artistes femmes. La première exposition qui a fait date à ce sujet aux États-Unis en 1976, mais en France, ça a été beaucoup plus tardif puisqu'il a fallu attendre l'exposition Elle à Pompidou, tenue entre 2009 et 2011 pour voir un tel événement. Alors, c'était même pas vraiment une exposition, c'était un accrochage de 2 ans dans les collections du Centre Pompidou. Il n'y a pas eu de prêt pour concevoir cette exposition de la part d'autres musées. C'est juste les collections d'œuvres créées par des artistes femmes qui dormaient dans les réserves du musée, qui ont été sorties par la conservatrice et valorisées dans le cadre de cet accrochage. Cet accrochage a eu un grand succès puisqu'il a connu 2,5 millions de visiteurs et visitrices, et il montrait 1000 œuvres pour 300 artistes femmes. Donc c'est vraiment ce qui a lancé la suite des grandes expositions de ce thème-là en France, puisqu'on en a connu d'autres comme Elles font l'abstraction au Centre Pompidou en 2023, mais il y a aussi eu Pionnière sur les artistes femmes dans les années folles au Musée du Luxembourg par exemple. C'est des expositions qui sont des jalons qui permettent de faire avancer la recherche sur les femmes artistes, mais on peut y voir aussi un inconvénient, c'est le risque d'enfermer les femmes dans des espèces de ghettos et de créer une histoire de l'art secondaire et parallèle à celle des artistes hommes, comme si les hommes et les femmes n'avaient pas produit en même temps. Et le danger, ce serait aussi de penser qu'il y a un lien entre toute la production créée par les artistes femmes, et ça, ce serait un risque essentialisant, un risque de mettre des stéréotypes sur la production des femmes, en pensant par exemple qu'elles ont une production plus douce ou qui porterait sur d'autres sujets comme par exemple les peintures de fleurs. Donc le but, alors ça c'est vrai en fait, parce que pour le coup les peintures de fleurs et les peintures d'intérieur, ça a été conditionné par le fait que beaucoup d'artistes qui étaient en fait privés de l'enseignement académique se sont entraînés chez elles, et puisqu'elles n'avaient pas le droit de produire de la peinture d'histoire ou de figure, ont dû s'orienter vers d'autres sujets. Et ce n'était pas par goût des femmes vraiment prononcé pour les fleurs. Bref, la médiatrice explique qu'on peut concevoir d'autres types d'expositions sur les artistes femmes, mais en justifiant toujours sociologiquement et historiquement la réunion des femmes dans un propos en particulier, ce qu'on a essayé de voir avec cette exposition Regard de femmes sur les corps d'hommes, en disant que ce qui réunissait les femmes, c'était la manière dont elles avaient fait face à la censure dans leur production.
faire une exposition sur le féminisme plutôt que sur les femmes. Ça permet aussi d'avoir moins de stéréotypes. Il y a aussi le fait de produire des expositions. On a eu un petit problème dans notre PowerPoint, je crois, mais c'est pas grave. Des expositions monographiques comme celle de Suzanne Valadon, qui est actuellement au Centre Pompidou et dans laquelle vous pouvez voir les œuvres que j'ai mentionnées tout à l'heure, si jamais vous passez à Paris, ce qui permet de valoriser des noms d'artistes et de venir concurrencer les célèbres noms d'artistes masculins, puisqu'on connaît beaucoup d'expositions consacrées, par exemple à Picasso, puisqu'il y en a toujours une en France, peu importe quand. Et une autre manière aussi de valoriser les femmes au sein des musées, très importante, c'est de les intégrer dans l'approche des grands mouvements artistiques, comme ça a été le cas avec l'exposition Surréalisme qui là vient de finir au Centre Pompidou, mais qui présentait 40% de femmes, alors que ça n'était a priori pas le propos de l'exposition et que le Centre Pompidou n'en a pas fait non plus un coup de communication. Donc c'est que représenter les femmes dans les grands mouvements d'histoire de l'art devient de plus en plus normal et évident. Et il y a aussi le fait d'augmenter les acquisitions des femmes pour venir vraiment assurer une matrimonialisation et les faire rentrer dans les collections publiques au sein des musées. Pardon. Donc, pour conclure, Regard de femmes sur les corps d'hommes, c'est une exposition qui a été novatrice pour proposer un regard politique et non stéréotypé sur la production des artistes femmes, qui a encouragé les publics à avoir un regard critique sur les collections permanentes les plus célèbres des musées français. Certains musées ont même réagi en décidant d'expliquer pourquoi leur collection montrait peu d'artistes femmes au sein de leur collection, puisque atteindre la parité après des années d'acquisition d'œuvres d'artistes masculins serait un processus très long, mais expliquer au public pourquoi les femmes sont absentes d'entrer dans les expositions ou dans les accrochages permanents, ce serait un premier pas à la fois honnête et pédagogique à destination des publics pour avoir un regard critique sur les collections. Le serveur dépose les boissons sur la table. Corinne trépigne de raconter son expérience aux autres. Elle, qui s'est remise à dessiner des corps d'hommes depuis une dizaine d'années, est fière d'annoncer qu'elle a réussi à faire exposer ses dessins dans la salle des fêtes de son village. L'exposition était composée d'une majorité de dessins d'hommes, dont certains avaient le sexe visible, et de quelques dessins de femmes nues. Corinne se serait beaucoup amusée à étudier la réaction des visiteurs. Elle remarque que les réactions étaient très différentes face aux dessins d'hommes et face aux dessins de femmes. Elle a remarqué que le public était en général bien plus gêné de regarder de près un dessin érotique d'homme qu'un dessin érotique de femme, devant lesquels il était complètement toléré que même les enfants finalement s'approchent. Et ces réactions continuent de convaincre Corinne de l'importance de sa démarche. Elle espère pouvoir continuer à exposer ses œuvres afin d'habituer le public à regarder le corps masculin. De son côté, Océane est fière d'avoir réussi à créer une planche d'illustration érotique d'hommes. Elle a pris ce défi très au sérieux, ce qui l'a amenée à se questionner sur ses propres goûts en matière de beauté masculine, mais également à réfléchir au sujet des rapports de pouvoir véhiculés par et dans l'imagerie. Océane rapporte qu'elle a peiné à trouver la bonne posture à adopter, car elle estime que le fait de montrer ce qu'elle aime regarder, simplement en fait dessiner un bel homme nu, c'est être voyeur, ce qui lui pose problème. Elle ne souhaite pas adopter une attitude de revanche ou de retournement. Elle ne veut pas montrer les hommes en posture d'objet sexuel ou faire du male gaze. Le male gaze, c'est la traduction anglaise de l'expression regard masculin. Ça a été théorisé en 1975 par Laura Mulvey, une réalisatrice britannique et militante féministe. Et le male gaze, ça désigne la manière dont le regard masculin va venir s'approprier le corps féminin quand une caméra s'attarde, par exemple, sur les jambes d'une actrice, sur ses fesses, ou quand le corps, justement, devient un objet sexuel juste disponible pour les yeux du spectateur. On utilise souvent ce concept pour se référer à des images de cinéma, mais on peut aussi l'appliquer à l'histoire de l'art, puisqu'on peut se souvenir de la manière dont Ingres représente les femmes dans Le Bain turc, et là aussi parler de male gaze face à des postures érotiques, vulnérables et passives.
On peut parler de male gaze quand le corps des femmes est représenté de manière sexualisée à outrance et que cette représentation, a priori, ne sert pas de propos narratif dans ce que l'on voit. Vous pouvez faire l'expérience en regardant un film, en vous demandant est-ce que la nudité de la femme représentée ici a vraiment une utilité dans le scénario qui est donné dans le film. Donc Océane, qui ne voulait surtout pas faire de male gaze, a choisi de représenter ces personnages masculins dans des scènes de vie ordinaire, de vie intime. Sous la douche, en train de s'habiller, en train de dormir. Et surtout, elle a choisi de se mettre en scène en train de regarder ces personnages. Ce faisant, elle avait l'impression de moins fétichiser l'homme et de plutôt montrer la relation entre ces deux personnages en se mettant elle-même dans la scène. Par ailleurs, elle a décidé de représenter un homme noir, car il était important pour elle de ne pas représenter seulement ce qu'elle considère être un modèle classique, c'est-à-dire blanc. Comme Morgane l'avait précisé en introduction, Océane est une femme noire. Il est donc normal qu'elle perçoive plus violemment l'invisibilisation des corps noirs et qu'elle souhaite prendre cette dimension en compte dans sa démarche. J'ai dit tout à l'heure, quand j'avais la voix de la médiatrice, que le corps noir n'avait pas été érotisé ou représenté de manière féministe par les femmes parce qu'il n'incarnait pas un modèle de domination à discuter au même titre que le corps blanc. Mais si on veut vraiment être honnête, il y a une autre nuance à apporter, c'est que les artistes des années 70 qui produisaient ces œuvres étaient toutes des femmes blanches et ces œuvres, celles qui ont eu des œuvres à peu près reconnues dans ce contexte, étaient souvent mariées ou conjointes d'hommes blancs très puissants sur la scène artistique. Anna Wilke, la photographe, était en couple avec l'artiste du pop art Claes Oldenburg, mais la peintre Sylvia Slade, dont on a vu 2 œuvres, était en couple avec Laurence Holloway, un très célèbre critique du pop art. Ce qui montre aussi à quel point les femmes et personnes noires étaient souvent absentes des cercles artistiques new-yorkais et que en histoire de l'art, comme dans toute discipline, pour réfléchir à ces questions-là, il faut adopter une perspective intersectionnelle que l'on demande dans le féminisme aussi, qui est le fait en fait de croiser les différents facteurs sociaux, économiques qui vont venir conditionner une forme de marginalisation en particulier. Si on considère que les femmes ont des inégalités dans le contexte patriarcal en général, il faut se dire aussi qu'une femme blanche ne va pas subir les mêmes inégalités qu'une femme noire, mais qu'il faut aussi prendre en compte sa classe sociale ou son handicap, par exemple. Donc le fait de reconnaître aussi les artistes ou les modèles noirs, c'est adopter justement cette perspective intersectionnelle, et c'est ce qu'Océane a en tête quand elle refuse de présenter uniquement des modèles classiques. Le tour de table s'arrête à Élodie qui ne dit rien. Les autres la questionnent. Élodie confesse qu'elle n'a pas vraiment réussi à relever le défi. Elle avait prévu de photographier son partenaire avec son smartphone, mais elle était gênée de lui en parler. À plusieurs reprises, elle aurait aimé saisir son image parce qu'elle le trouvait beau, mais elle n'a pas osé. Parfois, elle l'a photographié à son insu, de dos, de loin, lorsqu'il dort. Le fait qu'Élodie n'ait fait que des photos volées de son partenaire montre que, même dans l'intimité, il n'est pas facile d'assumer la posture de femme désirante qui prend du plaisir à regarder le corps d'un homme, tant cette posture renverse les normes hétérosexuelles. Élodie demande à son tour à Corinne si elle a déjà dessiné et photographié son mari. Celle-ci fait non de la tête. Elle explique dissocier sa vie sexuelle et amoureuse de sa pratique artistique. Par exemple, son mari n'est pas venu à l'exposition, il ne rentre pas dans son studio d'artiste, l'érotisation des hommes, c'est son jardin secret à elle. Corinne sous-entend également qu'elle n'est pas admirative de l'apparence physique de son mari. Elle ne l'aurait jamais apprécié pour sa beauté, mais plutôt pour sa personnalité. Ma recherche a montré que les femmes qui dessinent ou photographient leur partenaire dans l'intimité sont des femmes qui sont séduites par l'apparence physique de cet homme, qui le trouvent beau. Or, la beauté masculine n'étant pas un critère prioritaire pour les femmes dans le cadre de la recherche de partenaires, il est fréquent qu'elles soient en couple avec un homme qui ne ravit pas particulièrement leurs pupilles. En outre, les femmes n'étant pas socialisées à percevoir le caractère séduisant du corps d'un homme, nombreuses sont celles qui sont en couple avec un homme qu'elles jugent être un bel homme, mais qui ne prennent pas de plaisir particulier à le regarder. Par ailleurs, le mari de Corinne,
plus âgé qu'elle, est désormais malade. Corinne est alors assez pudique sur le rapport qu'elle entretient au corps de cet homme, sous-entendant qu'avec la maladie, elle ne le regarde plus de la même manière qu'avant. Et à titre de conclusion, je voulais aborder un autre aspect de la représentation des hommes, justement. On a beaucoup parlé de l'érotisation des hommes, mais la représentation du corps masculin malade ou vieillissant est aussi importante, puisque c'est aussi des représentations qui viennent discuter ce qu'on a habituellement en tête dans les grandes représentations des masculinités, qui seraient forcément des hommes jeunes, forts, puissants, héroïques, comme on a l'habitude de le voir au sein des musées. Pourtant, les corps d'hommes, comme les corps de femmes, ce sont des corps humains qui vieillissent et qui changent avec le temps. Et donc, je vous propose 2 exemples d'artistes en photographie et en peinture qui ont exploré ce sujet de représentation d'autres formes de masculinité. Il y a notamment la photographe Sally Mann qui, dans sa série Proud Flesh, a documenté le corps de son mari atteint d'un cancer. Ça existe sous forme de publication, cette série de photographies. Ça a été publié en 2009. Et en peinture, parler de la photographe américaine Alice Neal, qui a représenté notamment des hommes malades du sida à New York, mais aussi, ici, le peintre Andy Warhol, dans toute sa vulnérabilité. En fait, Andy Warhol a ces grandes cicatrices et ce corset parce qu'il avait été blessé par balle par une femme nommée Valérie Solanas. Et c'est une balle qui lui avait transpercé quand même le poumon, la rate, l'estomac et l'œsophage. Et il a, chose assez étonnante, parce que Warhol était très à cheval d'ailleurs sur son image personnelle, mais il a accepté de poser pour Alice Neal dans cette posture. Il a une 40aine d'années sur cette représentation. Et là, on peut voir la traduction d'un corps qui vieillit, mais qui est aussi affecté par une blessure qui d'ailleurs lui a été donnée par une femme. Et ça... D'ailleurs, chose aussi intéressante, Andy Warhol ici ferme les yeux, il n'y a pas de confrontation, comme si lui-même ne voulait pas voir cette représentation en train d'être faite. Quoi, Alice Neal, comme Sally Mann, affirme une possibilité de figurer le modèle masculin de manière de manière féministe, mais sans nécessairement invoquer une dimension érotique, plus en soulignant la vulnérabilité des corps d'hommes, habituellement perçus comme puissants et immortels, particulièrement au sein des musées. Donc cette exploration des corps d'hommes au prisme des regards des femmes invite également à repenser les représentations traditionnelles des masculinités en général. Nous espérons que cette balade politique entre la rue, la chambre et le musée vous a donné un aperçu des limites et possibilités qu'ont les femmes de regarder les hommes et d'exprimer ce regard. Il était important pour nous d'articuler la vie quotidienne et la création artistique pour montrer la continuité des contraintes sociales affectant les regards de femmes lorsqu'ils se posent sur les corps d'hommes. Nous espérons que cette intervention vous fera envisager de nouveaux horizons artistiques et sociaux où les regards de femmes et de toute autre personne minorisée participent à transformer notre appréhension des corps, des désirs et des masculinités. Merci beaucoup de votre attention et de votre présence. Et nous accueillons maintenant avec grand plaisir les questions et remarques. Merci beaucoup pour la présentation, c'était passionnant. J'avais 2 questions, mais plutôt pour Morgane. Enfin, pour point de vue, on va dire. Notamment une question sur... parce que tu as dit que ton travail était anthropologique. Et d'habitude, on associe l'anthropologie à l'étude de peuples non occidentaux. Et tu as surtout cité des sociologues aujourd'hui. Donc je me demandais en quoi est-ce que ton regard était anthropologique. Enfin, et sinon, comment est-ce que tu as choisi tes enquêtés ? Pourquoi est-ce que tu as travaillé sur ces personnes ? Et puis j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres dans le travail que tu as fait. Mais... Merci pour ces questions de précision. Alors, l'anthropologie, ça fait quand même longtemps qu'elle se fait aussi chez soi. C'est plutôt une question de méthode et d'intérêt, d'objets et d'appréhension. En fait, c'est surtout une discipline qui, en plus de la sociologie, peut-être s'intéresse encore plus ne s'intéresse pas qu'à la société, mais aussi à l'humain. Et dans ma thèse, il y a une grosse dimension sur le corps, les émotions
Mais c'est vrai que ça pourrait pratiquement être une thèse de sociologie. Là, sur ces sujets-là, en fait, les distinctions sont très faibles. Et je cite beaucoup de sociologues parce que sur les questions de genre et de sexualité, depuis les années 80-90, c'est surtout la sociologie qui a beaucoup publié sur ces questions-là. Et comment est-ce que j'ai rencontré les femmes et comment est-ce que j'ai choisi leur profil? Alors, ça a été un questionnement qui a duré tout au long de ma thèse, je pense. C'est qui choisir? Parce qu'en fait, à la fois, je n'ai pas prétention à dire ok, les femmes pensent ça, et du coup, j'avais pas prétention à trouver un échantillon exhaustif des femmes en France aujourd'hui. Mais en même temps, il fallait quand même bien que j'interroge des femmes. Donc j'ai commencé un petit peu dans mon cercle d'entourage éloigné et je suis procédée par effet boule de neige, ce qu'on appelle. Donc à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je demandais qu'il me présente une autre personne et j'essayais de faire en sorte que ce soit des personnes qui soient assez différentes les unes des autres. Alors sur quels critères la différence? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas du tout en fait qu'est-ce qui distingue une femme d'une autre sur ces questions-là. Et surtout, j'avais très à cœur de pas du tout homogénéiser l'expérience de femme et de prendre en compte vraiment une pluralité d'expériences. Donc c'était important pour moi déjà d'avoir un grand écart d'âge pour pouvoir comparer à la fois l'effet de génération et l'effet du vieillissement. Donc elles ont de 18 à 85 ans. J'ai choisi de cibler seulement des femmes de classe moyenne parce que c'était c'était trop difficile d'ajouter en plus la variable de la classe sociale. Après, il y a des femmes, elles sont majoritairement blanches, mais il y a quelques femmes racisées. Elles sont majoritairement hétérosexuelles, mais il y a quelques femmes bisexuelles ou pansexuelles. Voilà. Et en fait, j'ai continué à recruter comme ça au fur et à mesure je me suis arrêtée à 55 parce que je commençais à me rendre compte que je commençais à avoir des choses qui se recoupaient, quoi. Quand je commençais à avoir plusieurs fois les mêmes profils, etc., je me suis dit, ok, peut-être que là, je peux m'arrêter. Mais voilà, c'est toujours ce qui est un peu compliqué, c'est, 55 femmes, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose qui est représentatif de l'intégralité des femmes? Non. Et je pense pas, du coup, j'ai pas vocation à ça. Mais par contre, j'essaye de montrer à la fois ce qui est de commun à beaucoup de femmes. Donc là, par exemple, par rapport aux questions de harcèlement, etc. Enfin bref, il y a quand même plein de choses qui sont en commun. Et après, dans ma thèse, je précise différents profils pour montrer aussi les quelques... la majorité et les écarts. Voilà. Merci pour votre mise en scène aussi, croisant vos deux spécialités. Je me posais la question, en fait, je n'avais pas du tout pensé au départ avec cette question à Leni Riefenstahl. Et en fait, qui est à la fois cinéaste de propagande nazie, filmant des corps nus d'hommes, et qui finira sa carrière en Afrique pour photographier des hommes noirs. Voilà, et donc je me demandais si vous pouviez, je ne sais pas ce que vous en pensez ou comment vous envisagez cette femme. Je ne sais pas si elle a un regard de femme, j'en sais rien. C'est difficile. Il est à prendre en compte puisque Leni Riefenstahl effectivement se définit comme femme, mais c'est un exemple très intéressant. Et quand j'avais travaillé sur mon mémoire qui portait sur le XXe siècle, je m'étais demandé justement quelle place j'accorde aux représentations des masculinités dans le cadre de la propagande ou en temps de guerre justement. Et c'est vrai que ce cas-là est très intéressant. Après, le regard de Riefenstahl dans la propagande nazie est conditionné justement par l'incarnation de la masculinité aryenne, en fait, qui était pensée par Hitler. Donc, c'est un regard qui répond totalement aux représentations justement de statues antiques puissantes, immortelles que l'on peut avoir dans les musées et justement que l'on peut vouloir discuter à présent. Pour le regard et les photographies qu'elle a pu prendre en Afrique, je ne sais pas si le regard était plus indépendant et honnêtement, c'est un corpus que je ne connais pas et que je serais très curieuse de découvrir. Et je n'avais pas pensé à faire le lien entre ces deux périodes de sa carrière. Et il faudrait voir en fait s'il y a des mises en scène et comment sont prises les photos et ce qui en a été fait après.
Je ne sais pas si ça répond partiellement à votre question, mais en tout cas, c'est une artiste qui, pour moi, n'est pas à laisser de côté dans cette question-là, puisqu'effectivement, on a quand même un regard singulier qui existe, qui est celui de la photographe et cinéaste, mais dans un contexte politique qui vient complètement conditionner les représentations, où elle sert ce qu'on attend de ce qu'est un homme à ce moment-là. Et l'autre question que je me posais, c'était sur les corps d'hommes, mais c'est sur les corps d'hommes nus. En fait, vous avez ciblé vraiment votre approche sur le nu, pas forcément sur les visages ou sur les corps. Je ne sais pas si c'était important pour vous que ce soit que les corps nus. Alors, en fait, pour mêler un petit peu notre propos, vu que Morgane a surtout travaillé sur l'érotisation du corps, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous permettait de façonner un peu cette exposition narrative, mais il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés dans ce champ-là. Dans mon cas, il y a beaucoup de représentations phalliques en fait, du sexe masculin qui ont été très fréquentes dans mon travail. Après, il y a d'autres artistes, mais c'est des créations qui ont été plus tardives, qui travaillent aussi sur... Annette Messager, notamment, l'a fait sur les représentations des corps au travail, en fait, photographier les hommes dans la rue, dans les costumes, voir comment l'uniformisation des masculinités passe aussi par le vêtement, que ce soit dans le contexte militaire ou le contexte de la finance. Donc, c'est des sujets qui pourraient être abordés, mais effectivement, on a décidé quand même de cloisonner notre sujet. On avait hésité à présenter des représentations d'interaction sexuelle entre des hommes et des femmes, où clairement là ce serait aller plus loin, parce que ça a été fait dans les mêmes années aussi en histoire de l'art. Mais voilà, c'était plus par rapport à notre temps de parole, mais cette étude des masculinités, évidemment, s'étend au-delà. Peut-être si tu veux rajouter des choses. Juste pour compléter. Alors, moi, quand je parle de regard sur les corps, c'est parce que c'est pour pas qu'on s'arrête seulement au visage, mais ça intègre le visage et c'est le corps habillé ou nu. Parce que typiquement, les femmes qui regardent les hommes dans la rue, bon, en général, ils sont habillés. Voilà. Merci pour votre intervention. Tout de suite, là, dans l'immédiat, ce qui me touche, c'est que votre exposé est aussi, de la manière dont je l'ai vécu, une invitation spontanée et peut-être à venir d'un travail d'introspection et d'examen un petit peu de notre conditionnement social. Et c'est indépendant, bien sûr, de votre secteur scientifique, mais je trouve ça très, très riche, en tout cas, et de cela, je vous remercie. Et la question que je me posais à la fin de votre intervention, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est à quand une BD sur ce thème pour le grand public? Alors, en fait, merci beaucoup. Alors, deux choses. Par rapport à la BD, en fait, c'est drôle parce que là, donc, c'est vraiment une création pour vous ce soir. Et en la créant, on s'est vraiment dit, non, mais en fait, là, moi, j'imaginais les personnages dessinés, etc. Et voilà, effectivement, on commence à avoir cette idée-là qui mûrit. Ce serait très chouette, on aimerait beaucoup. Et par rapport à la question du travail et d'introspection, en fait, c'est très, très intéressant parce que en fait, ce sujet-là du regard, j'ai l'impression que c'est un sujet dont il est facile, entre guillemets, de prendre conscience une fois qu'on en a parlé. Et en fait, cette question de la prise de conscience et de l'introspection, elle est vraiment au cœur de ma recherche parce que même les femmes que j'ai rencontrées, en fait, d'un entretien à l'autre, elles avaient beaucoup évolué sur cette question-là. Et en fait, à partir du moment où on se dit « Ah bah tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je regarde ?» Et bah en fait, du coup, quand on sort, on regarde et on réfléchit à ce à quoi on regarde parce qu'en fait, d'habitude, on le fait de façon inconsciente. Et ce que j'observe aussi, notamment au cours des expositions de photos érotiques d'hommes Lusted Men du collectif dont on a parlé, c'est vraiment des choses qui arrivent aussi très souvent que les gens, en fait, à la suite de l'exposition, se disent « Ah, mais tiens, mais moi aussi, en fait, je vais me mettre à faire de la photo. Ah, mais voilà, et moi aussi. » Et donc, en fait, il y a une sorte de lien à l'action qui se fait assez rapidement. C'est assez fascinant, mais c'est vrai que du coup, ça revient assez souvent. Donc, merci de l'avoir souligné. Juste pour dire, moi hier soir, je dînais avec 5 femmes et 3 hommes. Et puis j'ai dit que je venais à la conférence là aujourd'hui. Et les autres femmes, donc, moi j'ai dit la partie que je regardais chez un homme, c'est les épaules. Et du coup, les autres m'ont dit, moi j'ai jamais pensé. Et donc elles ont réfléchi, donc voilà, elles m'ont fait la voir, voilà, mais elles n'avaient jamais pensé à ça.
Merci pour ce partage de votre discussion parce que moi, ça me réjouit de savoir que juste l'introduction de la conférence a pu susciter une discussion chez vous à ce sujet-là. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup qu'on prenne la parole à ce sujet. Et par rapport à l'introspection et au côté personnel, je rebondis aussi. C'est vrai que en histoire de l'art, de toute manière, il y a quelque chose dans l'appréhension des œuvres qui est conditionné évidemment par le regard, mais qui touche aussi à l'émotionnel et à quelque chose de strictement personnel. Quand l'œuvre est figurative, on peut s'interroger sur une forme d'identification, de projection aussi. Est-ce qu'on se reconnaît ? Et en fait, ce sujet, il est complètement lié à la question des spectateurs et des spectateurs heureux, de comment est-ce que aussi les femmes ont accédé au musée et ont réussi à se prononcer sur les œuvres qui étaient autour d'elles. Et on pourrait faire un thème de recherche aujourd'hui complet sur la manière dont... est-ce que tous les hommes qui étaient représentés dans les musées... dans, je sais pas moi, la sculpture antique ou après les peintures académiques du 19e siècle, ont suscité une forme d'érotisme ou pas. Enfin, cette question-là aussi des femmes en tant que spectatrices et pas seulement en tant qu'artistes ou femmes représentées, elle est importante et les spectateurs, en l'occurrence, c'est vous et moi. Donc, oui. J'aurais une question qui est en fait très latérale et je m'en excuse avant si c'est bien le cas. C'est juste parce que vous avez prononcé son nom, donc à un moment tout à l'heure, c'est Picasso. Alors on sait depuis 10-15 ans, en tout cas on le sait vraiment encore plus qu'avant, qu'il a pu avoir un comportement quand même très monstrueux avec de nombreuses femmes. Et c'est pour savoir avec ce que vous savez, vous, est-ce qu'on sait quel impact ça a déjà ou ça aura sur les expositions de ces œuvres ou pas, est-ce que c'est souhaitable que ça ait un impact ou pas? Ça c'est sans doute des grandes questions, mais c'est... un impact, ça en a déjà eu un, puisqu'en fait, Cécile Debray, qui est à la tête du musée national Picasso à Paris, a déjà en fait pris conscience de ces enjeux contemporains qui sont liés à la relecture de Picasso. Quand on hérite d'un tel patrimoine national, de toute façon, il faut composer avec et... Quand une œuvre est dans les collections publiques, la France s'engage pour jusqu'à la fin des temps à les conserver, donc on n'a pas trop le choix que de le faire autrement. Ce qu'il faut changer, c'est le discours qui est autour des œuvres et la manière dont on va venir le présenter au public. Et en l'occurrence, il y a plusieurs expositions qui ont eu lieu depuis la direction de Cécile Debray, justement, qui ont lieu dans le musée Picasso, mais qui venaient discuter en fait le personnage Picasso en tant qu'homme et sa violence. Il y a notamment eu l'exposition de Orlan, célèbre artiste qui crée depuis les années 70, qui a fait une exposition, il me semble que le titre c'était « Les femmes qui pleurent sont en colère ». C'est une référence au portrait de Dora Maar des années 40, c'est en train de pleurer et la réalité c'est que Picasso la battait à cette période-là de sa vie et qu'il l'a représentée après l'avoir battue en train de pleurer. Donc Orlan revisitait en fait ces œuvres-là et du coup le musée Picasso a fait le choix d'assumer en fait cette violence-là. Il y a aussi eu une exposition de Faith Ringgold, qui est une artiste afro-américaine qui a repris des œuvres en fait comme Guernica, mais pour le coup dans une perspective vraiment féministe. Je sais que Cécile Debray travaille aussi avec EOR, l'association avec laquelle je travaille, pour valoriser les artistes femmes peintres qui ont vécu avec Picasso, pour valoriser leur patrimoine, comme Françoise Gillot, qui a aussi des œuvres qui sont dans ce musée-là. Après, malheureusement, tout ne dépend pas... Enfin, Picasso est tellement un monstre international que tout ne dépend pas du musée Picasso Paris. Je pense qu'il faut juste changer, oui, les discours même en histoire de l'art autour de ça, et juste peut-être arrêter les monographies à son propos quelque temps, ce serait bien, mais il y a aussi ça, c'est quelqu'un qui suscite beaucoup d'argent au sein des musées et qui fait rentrer du monde, donc... voilà, je sais ce qu'il en est pour le musée Picasso, pour la prise de conscience à l'international, je sais pas. Merci beaucoup.